Les Américains l'appellent le silent killer. L'hypertension touche 15 millions de personnes en France, dont la moitié ne sont pas diagnostiquées. Et pourtant, l'hypertension n'est pas une fatalité. On voit ça tout de suite avec mon invité. Professeur Jacques Blachère, vous dirigez l'équipe d'hypertension artérielle du Centre de diagnostic et de thérapeutique de l'Hôtel Dieu. Avec d'autres médecins, vous avez édité ce petit fascicule. On va le parcourir ensemble. Première question, qu'est-ce que l'hypertension ? L'hypertension artérielle, c'est en fait une augmentation du niveau de pression qui règne dans tout le système artériel. Donc, habituellement, on a une pression artérielle systolique, c'est-à-dire maxima, et puis une pression artérielle diastolique, c'est-à-dire minima. Au maximum, la pression artérielle systolique maxima doit être à 14 cm ou 140 mm de mercure. Et la minima doit être en dessous de 90 mm de mercure. En deçà, la pression artérielle est normale. Au-delà, la pression artérielle est trop élevée. Et donc, le système artériel va fonctionner à forte pression, entraînant une fatigue de toutes les artères de l'organisme. 14,9 par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ? Le 14, c'est donc la pression maxima, c'est-à-dire lorsque le cœur se contracte et que tout le système artériel va emmagasiner le sang qui vient de la contraction du ventricule gauche, de la partie très très musclée du cœur. Donc ça, c'est la pression systolique. Exactement, la pression systolique ou maxima. Et puis le 9, qui n'est pas en fait 14,9, mais qui est 14 puis 9, eh bien le 9, c'est la pression minima, c'est-à-dire à la fin de la relaxation cardiaque, la pression qui règne dans le système artériel. Et donc ça, c'est la pression diastolique. Diastolique ou minima. Alors 14,9, c'est le chiffre normal, même si on verra qu'il n'y a pas vraiment de normalité. Les Américains parlent de 13,8, je crois, en ce moment. Alors effectivement, on considère en France, et on considérait dans le monde entier, que la pression artérielle normale, c'était d'avoir un maxima en dessous de 14 et un minima en dessous de 9. L'un et l'autre. Si vous avez un maxima au-dessus de 14 ou un minima au-dessus de 9, ou les deux, eh bien vous avez une hypertension artérielle. Attention, ce n'est pas sur une mesure de pression artérielle qu'on diagnostique l'hypertension artérielle, mais c'est sur toute une série de mesures prises dans des conditions réglementaires, c'est-à-dire au repos. Si je vous prends la pression artérielle maintenant, vous êtes très stressé parce que vous passez à la télé, eh bien vous allez avoir une pression artérielle qui va être très élevée. Il y a l'effet télé, ça ne me stresse pas trop, mais il y a l'effet blouse blanche. Alors effectivement, lorsque on vous prend la pression artérielle au cabinet médical, même si le docteur n'a pas de blouse blanche, eh bien vous allez avoir une pression artérielle plus élevée qu'à la maison. Et on considère à peu près que lorsqu'on a 100 patients où on diagnostique une hypertension artérielle au cabinet médical, eh bien 20 de ces patients vont avoir une pression artérielle normale à la maison. Et c'est un point majeur parce que ces patients-là, qui ont donc ce qu'on appelle une hypertension de la blouse blanche, eh bien ils n'ont pas d'augmentation du risque de complications de l'hypertension artérielle. Et donc ces patients-là, on n'a pas besoin de les traiter. Il faut les surveiller un peu plus que les autres, mais on n'a pas besoin de les traiter. Alors c'est pourquoi on conseille parfois aux gens, ou on leur demande de prendre leur tension à la maison avec des appareils appropriés. Alors comment ça se fait ? À quelles heures ? Quel protocole il faut suivre ? Alors en France, on a décidé qu'on suivait ce qu'on a appelé la règle des 3. C'est-à-dire qu'on prend la pression artérielle 3 fois le matin, 3 fois le soir, 3 jours de suite. À chaque fois, il faut respecter les mêmes contraintes avant de se prendre la pression artérielle. Premièrement, on ne fait rien pendant 5 minutes. Pas d'activité physique, pas non plus d'activité intellectuelle, on ne discute pas avec sa famille, on est vraiment au calme. Au bout de 5 minutes, eh bien, on se pose le brassard de l'appareil automatique et puis on appuie sur le bouton de gonflement et on se prend une première fois la pression artérielle. Idéalement, la position, c'est la position qu'on a tous les deux, à savoir assis à un bureau avec le bras qui repose sur le bureau. On préfère les appareils de bras que les appareils de poignet. Mais si jamais vous deviez avoir un appareil de poignet, le mieux, c'est de mettre la main sur l'épaule opposée. Et donc on répète l'opération 3 fois de suite.
On mesure 3 fois sa pression artérielle à 1 minute d'intervalle et puis on note l'intégralité des résultats. Pour être précis, le matin, c'est avant, après le petit déjeuner? Alors c'est en tout cas pas juste au lever, c'est un point important. Il faut faire ses petites affaires, éventuellement prendre son petit déjeuner et puis ensuite mesurer ses chiffres de pression artérielle. Attention, on n'aime pas que les patients mesurent leur pression dans l'heure qui suit le repas. Alors si c'est un petit déjeuner frugal, ça va. Si vous mangez des œufs, du bacon, des tartines, évitez de mesurer votre pression artérielle après le repas parce que pendant la digestion, on a une baisse de la pression artérielle. C'est vrai aussi pour le dîner. Le soir, on propose l'automesure soit avant le dîner, soit longtemps après le dîner, au moins 1 heure après le dîner. On fait ça 3 jours de suite. Et ensuite, on fait la moyenne des moyennes, la moyenne de tous les chiffres. Eh bien, si vous avez au-dessus de 135, 13,5 pour le premier chiffre, au-dessus de 85, 8,5 pour le deuxième chiffre, eh bien, vous êtes hypertendu. Donc, le 14,9 au cabinet médical, ça correspond à 13,5, 8,5 à la maison. L'hypertension, on vient de parler des normes, des chiffres. Finalement, pourquoi c'est dangereux? Alors, vous avez dit en introduction que les Américains appelaient l'hypertension silent killer. Effectivement, l'hypertension artérielle, dans plus de 90% des cas, elle ne donne aucun symptôme. Les patients sont malades sans savoir qu'ils sont malades. Et cette absence de symptômes ne doit pas nous rassurer, puisqu'on sait bien que le risque de complications n'est pas du tout dépendant de l'existence de symptômes, mais est dépendant du niveau de pression artérielle. Vous avez peut-être 16-10, vous n'avez absolument pas l'impression d'être malade. Pourtant, eh bien, vous êtes à risque de développer des complications cardiaques, des complications cérébrales, des complications rénales, bref, toute une série de choses que j'aimerais vous éviter. Dans le langage commun, infarctus, AVC, infarctus, AVC, hémorragie cérébrale, anévrisme de l'aorte, cécité. Dans les pays les plus pauvres, malheureusement, ils n'ont pas accès aux médicaments antihypertenseurs. L'hypertension artérielle est encore, dans certains pays pauvres, une des premières causes de cécité d'origine non infectieuse. Et puis l'insuffisance rénale, et puis la fibrillation atriale, et puis l'insuffisance cardiaque, et puis la démence. Il faut se rappeler que l'hypertension artérielle, c'est un facteur de risque de démence d'Alzheimer, avec un point majeur qui est que c'est le seul facteur de risque réversible. Si je traite votre hypertension artérielle aujourd'hui, je vais réduire votre risque de démence dans 20 ou dans 30 ans. Donc clairement, l'hypertension artérielle va toucher en fait tous les organes, puisque tous les organes sont vascularisés, et tous les organes vont être vascularisés avec un niveau trop élevé de pression artérielle, ce qui va générer toute une série de problématiques d'insuffisance d'oxygène qui arrive aux organes, de fibrose de la paroi artérielle, et puis ensuite des organes, par exemple du muscle cardiaque. Bref, des complications sur tous les organes de l'organisme. Il n'y a pas de symptômes, mais il y a des petits signes quand même qui peuvent nous alerter. Alors c'est vrai que de temps en temps, les patients hypertendus ont quelques symptômes très légers. Par exemple, le fait d'avoir des maux de tête. Alors c'est assez banal d'avoir des maux de tête, mais dans l'hypertension artérielle, c'est un peu plus fréquent. Le fait d'avoir des bourdonnements dans les oreilles, l'impression qu'il y a un train qui passe au loin. Le fait de temps en temps d'avoir des petites mouches volantes devant le champ visuel. Parfois quelques vertiges. Bref, des petits symptômes qui en général n'alertent pas, mais qui sont effectivement plus fréquents chez les patients hypertendus et qui peuvent être des éléments de diagnostic de l'hypertension artérielle. Alors on va parler des facteurs comme l'âge par exemple. Donnez-nous les chiffres de l'hypertension qui, je crois, augmentent d'une manière linéaire avec l'âge. Alors, lorsqu'on est jeune, eh bien, c'est rare d'être hypertendu. On considère qu'à 20 ans, le risque d'hypertension artérielle, il est de quelques pourcents dans la population. Et d'ailleurs, assez souvent, ce sont des formes un peu particulières d'hypertension artérielle. Et puis, au fur et à mesure des années, eh bien, on est de plus en plus à risque d'être hypertendu. Et on considère qu'à l'âge du départ à la retraite, 60-65 ans, eh bien, on est tellement à risque d'être hypertendu qu'on est plus fréquemment hypertendu que normotendu. Plus de 50% de la population de plus de 60 ans présente une hypertension artérielle. Donc, maladie rare quand on est jeune, maladie extrêmement banale lorsqu'on est âgé.
Et 70% à 70 ans, c'est facile à se rappeler. Oui, voilà, donc on dit 70% à 70 ans, 80% à 80 ans de risque d'être hypertendu. À partir de quel âge il faut surveiller son hypertension? Et je suppose que, d'ailleurs, quand on va chez le généraliste, la première chose qu'il fait, il nous prend la tension, et il le fait tout le temps. Alors effectivement, en France, le dépistage de l'hypertension artérielle est, je crois, extrêmement bien fait, grâce aux médecins généralistes en premier, mais grâce aussi aux médecins du travail, grâce à la médecine scolaire, grâce à tous les médecins spécialistes, en gynécologie en particulier. Donc voilà, le dépistage de l'hypertension artérielle est correctement réalisé en France. Et pourtant, la moitié ne sont pas dépistés. Alors, il y a beaucoup de patients qui ne se savent pas hypertendus. De temps en temps, on leur a quand même dit, un jour ou l'autre, qu'ils avaient des chiffres élevés de pression artérielle, mais ils n'y ont pas prêté garde. Et puis, de temps en temps, eh bien, on leur a même prescrit un traitement antihypertenseur, mais ils n'ont pas voulu initier le traitement antihypertenseur. Probablement de la faute du docteur, qui n'a pas suffisamment expliqué pourquoi est-ce que ce patient qui était en pleine santé, qui ressent rien, qui ne demande rien à personne, eh bien, on va lui expliquer qu'il est malade et qu'il va devoir prendre un médicament tous les jours de sa vie. C'est quand même une information assez traumatisante, on le conçoit aisément. Et puis de temps en temps, effectivement, il y a du retard au dépistage, alors plus chez les hommes que chez les femmes. Vous savez, on dit habituellement que les hommes ont ce sentiment d'invulnérabilité jusqu'au jour où ils ont le premier pépin de santé, mais avant, quand les hommes vont bien, ils ne vont pas chez le docteur. Alors que les femmes sont plus sujettes à aller chez le médecin, notamment pour le suivi gynécologique, notamment pour le suivi des grossesses, et puis je pense qu'elles sont plus raisonnables que les hommes. Hommes-femmes, est-ce qu'on est égaux devant l'hypertension? Alors, probablement que avant la ménopause, il y a un petit peu moins d'hypertension artérielle chez les femmes que chez les hommes. Et puis à partir de la ménopause, eh bien, c'est probablement à peu près équivalent. Pour finir, on va parler des causes et puis on va essayer de voir ce à quoi on peut remédier. Alors, les causes principales de l'hypertension, qu'est-ce que c'est? Dans, on va dire, moins de 5% des cas, l'hypertension artérielle est secondaire à une autre maladie. Par exemple, à une maladie hormonale. Par exemple, à une maladie des reins. Et à toute une série d'autres maladies. Et puis, dans 95% des cas, eh bien, cette hypertension artérielle, c'est ce qu'on appelle l'hypertension artérielle essentielle. Essentielle, ça veut dire qu'on ne trouve pas de cause à cette hypertension artérielle. Alors, c'est quoi? C'est en partie le vieillissement. C'est en partie notre patrimoine génétique. Si vos deux parents ont été hypertendus tôt dans leur vie, vous êtes beaucoup plus à risque qu'un autre d'être hypertendu assez jeune dans votre vie. Et puis, c'est probablement une partie de l'environnement. On sait que dans les populations où on mange beaucoup de sel, eh bien, on a plus d'hypertension artérielle que dans les populations où on mange peu de sel. Dans les populations où il y a le plus d'obésité, où il y a le plus de sédentarité, où il y a de l'alcoolisme, eh bien, on a plus d'hypertension artérielle que dans des populations différentes. Donc voilà, c'est à la fois une partie d'acquis et puis une partie d'inné, l'hypertension artérielle. Dans le petit fascicule, il y a un certain nombre de mesures qui sont données. Les mesures à prendre d'urgence quand on est hypertendu ou quand on ne veut pas devenir hypertendu, qu'est-ce que c'est? Alors, ce n'est pas exactement les mêmes lorsqu'on est hypertendu et lorsqu'on veut prévenir l'hypertension artérielle. Alors, dans les deux cas, le sel, on évite. Alors, non, c'est justement l'une des mesures qui est à différencier. Alors, on va d'abord parler des mesures qui sont communes. Lorsqu'on est hypertendu, on n'a pas le droit d'être fumeur. Pas parce que le tabac augmente la pression artérielle, mais parce que tabac et hypertension, c'est un peu comme une association de malfaiteurs. Vous allez multiplier non pas par 2, mais par 4 votre risque de faire un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. Donc, vraiment, le premier conseil qu'on propose aux patients hypertendus, c'est l'arrêt du tabac. Et pareil pour la prévention primaire, bien entendu, là aussi, on propose aux patients d'arrêter de fumer. Deuxièmement, la surcharge pondérale, l'obésité. Ça marche lorsqu'on n'est pas encore hypertendu. Si vous perdez du poids, vous réduisez votre risque de devenir hypertendu. Mais ça marche aussi lorsqu'on est hypertendu. Si vous êtes hypertendu, si vous réussissez à perdre 10 kilos, je vais pouvoir probablement vous traiter avec moins de médicaments.
Troisièmement, la sédentarité. La sédentarité, c'est un poison pour le système cardiovasculaire. Donc si vous avez de l'activité physique, je ne parle pas de sport obligatoirement, mais de l'activité physique, même de la marche, mais d'un bon pas, tous les jours, eh bien, vous améliorez vos chiffres de pression artérielle et vous réduisez votre risque d'être hypertendu. Quatrièmement, l'alcool. Il faut consommer au maximum 10 verres d'alcool par semaine. Si vous augmentez... On peut consommer ou il faut consommer? Ouh là là, alors là j'ai dit une grosse bêtise. On peut consommer. Il ne faut pas dépasser. Si vous n'êtes pas consommateur d'alcool, n'en prenez pas. N'en prenez pas. Il y a beaucoup plus de risques liés à la consommation d'alcool que de bénéfices potentiels à la consommation d'alcool. Donc vous avez tout à fait raison, effectivement. On ne doit pas consommer plus que 10 verres par semaine. Si vous êtes hypertendu, que vous consommez peut-être 4 verres par jour, si vous divisez par 2, vous gagnez des millimètres de mercure, des points de pression artérielle. Et le dernier élément, c'est le sel. Le sel. Celui que je plaçais en premier, moi. Oui. Alors, le sel, lorsqu'on est hypertendu, c'est extrêmement clair. Si vous réduisez votre consommation de sel, vous allez réduire vos chiffres de pression artérielle. Lorsqu'on est normotendu, eh bien, on ne recommande pas aujourd'hui, en population générale, de réduire sa consommation de sel. Ce dont on est sûr, c'est que chez certains patients, eh bien, le fait de réduire sa consommation de sel va réduire le risque de devenir hypertendu. C'est les patients qu'on appelle sensibles au sel. C'est un peu complexe. Ce sont en général des caractéristiques de systèmes hormonaux. Bref. Mais chez les autres, ceux qui n'ont pas de risque important d'être hypertendus, ceux qui ne sont pas sensibles au sel, eh bien, il n'y a pas de preuve aujourd'hui très élevée pour leur dire « vous devez réduire votre consommation de sel ». Donc oui, chez les hypertendus, ça c'est indiscutable. On recommande en général 6 grammes de sel par jour. Ce n'est pas beaucoup, 6 grammes. En France, on mange en moyenne 10 à 12 grammes de sel par jour. Donc on divise par 2. D'autant qu'il y a beaucoup de sel caché en fait, dans la nourriture. Majoritairement. 80% du sel que l'on consomme ne vient pas de la salière. Il n'y a que peut-être 15% qui vient de la salière. Donc c'est en mangeant du fromage, c'est en mangeant du pain, c'est en mangeant de la charcuterie, c'est en mangeant des plats tout préparés, c'est en mangeant au restaurant que je vais manger beaucoup de sel. D'accord. Donc on se résume. Le sel, oui. L'alcool, oui. Le tabac, alimentation choisie, hein, la perte de poids et l'activité physique. Vous avez tout dit. On a tout dit. On a tout dit, mais on n'a pas tout dit. Si vous voulez en savoir plus, on vous retrouve le 29 septembre aux entretiens médicaux d'Anguin, où vous animerez une conférence sur l'hypertension et un atelier où vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous voulez sur l'hypertension. Merci beaucoup, à bientôt. D'ici là, portez-vous bien.